c'est reparti. On est ensemble jusqu'à 23h. Alpha Baldé, François Manardo. Je vous rappelle qu'à Monaco, Usain Bolt, pour son dernier 100 mètres en meeting, a gagné en 9 secondes 95. Ça, c'est fait. On le retrouvera au championnat du monde à Londres. Et je vous rappelle aussi que Pierre-Ambroise Boss, sur 400 mètres, a fait les minimales français et donc qualifié lui aussi pour les championnats du monde. On vous rappelle aussi le fil rouge de cette émission. Votre premier souvenir de foot devant la télé, en famille, souvent, on l'a entendu tout à l'heure, ou au stade, hein, évidemment. Vous pouvez nous les donner. Alors, il y avait Santos qui jouait, on l'a dit tout à l'heure, là, en Afrique, et c'était PM4 qui nous disait ça. Et puis, on a beaucoup sans doute de jeunes Parisiens qui nous parlent de PSG Real Madrid, le fameux 3-1, le fameux 4-1 d'ailleurs, avec la tête de Comboiré. Qui était un match supporter du Paris Saint-Germain ou pas. Ça, ouais, on ne peut pas dire que c'est pas un des plus grands matchs de club de l'histoire du foot français. Alors moi d'ailleurs, un de mes premiers souvenirs en télé, parce que moi vraiment c'est à partir du moment où je suis allé au stade voir des vrais matchs que le truc m'a branché, c'était Nantes en Coupe d'Europe, le fameux match contre Valence dont on a parlé. Mais on a parlé hier soir. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas, faut savoir qu'il n'y a pas tous les matchs. Enfin, si à l'époque c'était télévisé. Non, mais à l'époque c'était compliqué d'avoir les matchs. On voyait pas beaucoup de matchs à la télévision. C'est un enjeu incroyable parce qu'à l'époque, je me souviens que le fait qu'il soit télévisé, ce qui était quand même le cas pour la plupart, à partir des quarts de finale, etc., mais était aussi un événement, et que parfois on avait aussi des scènes où on arrivait devant un match et le gars nous disait à la fin du JT et un petit souci, le problème des droits n'a pas été réglé. Enfin, il disait pas que ça comme ça. Oui, ça a existé, ça. Je me souviens, effectivement, je me souviens d'une demi-finale AS Monaco Feyenoord Rotterdam, demi-finale de Coupe des Coupes, qui avait vu Monaco d'ailleurs aller en finale, qui n'avait pas été télévisée, comme tu le dis, on annonce quelques heures avant le coup d'envoi. Mais alors, pour vraiment là les plus jeunes qui nous écoutent, Florent et moi, on pourrait rappeler que pour les plus jeunes, parce qu'ils vont peut-être ouvrir les yeux ou grand leurs oreilles, c'est qu'on a commencé à regarder des matchs de Division 1 du championnat de France qu'à partir de 1984, avec l'arrivée de Canal+. Disons des matchs au quotidien. Il y avait des trucs qui existaient. Tu voyais comment un match de D1 ? Non, mais il devait y avoir. Je me souviens que TF1 avant, il me semble, que Canal ait les droits, faisait un multiplay, a fait le fameux premier multifoot. Ah, il y avait les multifoot, où tu voyais des bribes, mais voir un match de Division 1, il a fallu attendre l'arrivée de Canal en 84. Avant, tu regardais des extraits. Et tu te plains avec ça. Mais on n'arrive toujours pas à voir les matchs de championnat. Ce qui est paradoxal quand même, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on a tout. Ce qui pour moi est presque trop, parce que le côté événementialisation était fort, c'est-à-dire que le match qui était donné, que ce soit de la Coupe d'Europe, après à la Ligue 1, ça c'est un peu, à l'époque de après 84, ça s'est un peu banalisé, mais les matchs de Coupe d'Europe qui étaient télévisés, c'est-à-dire pas tous, c'était quand même des grands événements. Un quiz pour tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Retrouvez-nous le dernier match de l'équipe de France non télévisé. Alors là, non, mais dans la période où les matchs des Bleus, eux, ont été télévisés depuis la fin des années 60, je pense, eh bien, le dernier match de l'équipe de France n'a pas été diffusé. On va voir si vous le trouvez. Tiens, et pour le dernier souvenir, Clément Cabrelli qui nous dit France-Brésil 86. J'avais 5 ans, donc son premier souvenir. Et déjà, c'est beau parce que c'est un grand match. Le match, pas trop, mais mon père qui saute partout et qui touche le plafond. Effectivement, oui. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Tu découvres un peu, des fois, quand les trucs autour de toi, tu trouves des choses un peu bizarres. Souvenir 84, ah oui, alors là moi je m'en souviens très très bien aussi, le FC Metz qui élimine Barcelone au Camp Nou 4-1 en Coupe d'Europe. Non, alors moi je vais te dire, je suis étonné, je serais curieux qu'ils nous disent où il l'a vu, parce que pour moi ce match il n'était pas télévisé. Ah bon? Non. Et pour moi ce match, parce que je me souviens, parce que je l'ai écouté à la radio, et je peux même te dire que un hommage à Jean-François Rhin qui est un journaliste de radio et qui l'a commenté, et je me souviens du délire du lendemain matin où ils ont repassé. Bon voilà, je suis pas très sûr de ce que je dis. Tu peux rappeler le scénario quand même, parce que là aussi on va faire un petit peu vieux combattant, mais le scénario c'est défaite 4-2, enfin 2-4 à Metz, avec Bernd Schuster, un grand Real déjà, et il faut savoir qu'en gros le Barça, le Grand Barça avait plus ou moins méprisé Metz, et ils étaient surpassés. Et attends, parce qu'au match retour ils mènent 1-0. Ils ouvrent le score, exactement. Ils ouvrent le score, et derrière triplé de Kurbos qui était joueur de Metz, et Metz l'emporte 4-1. Un match incroyable. Je dis peut-être une bêtise, c'est peut-être que j'ai pas eu le droit de le regarder, mais il était peut-être télévisé et que moi j'ai eu droit à la radio, parce que je me souviens que le lendemain aux infos radio ils ont fait un mix des 3 buts ou 4 buts messins pour montrer le délire que c'était un des grands moments. Allez, la Première Ligue, on va en parler. On voulait faire un point avec vous, supporters de différentes équipes anglaises au 32-16. Tiens, on en parlait tout à l'heure, City a frappé un grand coup avec ce joueur de Tottenham, Walker, qui est maintenant le défenseur le plus cher de l'histoire. On s'aperçoit, et on sait qu'ils veulent Mendy.
clairement, Guardiola, il voulait des latéraux de haut niveau. Et moi, je me souviens avoir fait dans un avis tranché avant que Monaco prenne City, il a dit une équipe qui a Sagna encore et Clichy dans les pattes comme latéraux, c'est pas une grande équipe, c'est pas forcément une très grande équipe. Et là, on sent bien que Guardiola a voulu passer à autre chose. Hein. Oui, surtout pour le style Pep. Hein. On connaît combien de fois l'apport des latéraux est très important pour son jeu offensif, pour empêcher l'adversaire de gagner des centimètres sur le terrain. Et là, avec Walker qui a 2 fois été élu meilleur joueur à son poste en Première Ligue et qui, depuis des saisons, n'arrête plus de confirmer tout le bien qu'on pense de lui, oui, on voit carrément la volonté affichée de Pep de repartir sur ses bases et de passer par le jeu de côté et d'étouffer ses adversaires sur ce plan-là, ouais, carrément. Alors, d'ailleurs, restons sur City. Bernardo Silva, peut-être Benjamin Mendy, bon, ça on verra. Donc, Walker, c'est clair que c'est une équipe qui se renforce. Alors, ils n'ont pas pris Dani Alves, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris Walker. Qu'est-ce qu'on peut dire du recrutement de City pour l'instant ? Globalement, c'est plutôt... pour le moment, il a pris Walker, il se rabat sur les latéraux. Moi, je veux bien, s'il rate Sanchez, parce que c'était quand même une piste aussi pour Guardiola. On parle beaucoup du PSG qui rate, qui n'attire pas. Peut-être que s'il rate Sanchez et qu'il rate Dani Alves, je pense que ce serait peut-être aussi une déception personnelle. Je sais pas, offensivement, je m'attendais en tout cas à ce qu'il y ait un joueur en plus pour Guardiola. J'attends de voir. Hein. S'ils gardent Kun Agüero, et ils vont récupérer surtout le Gabriel Jesus. Offensivement, après, avec les autres joueurs qui recrutent aussi, que ce soit Silva, Bernardo Silva. Oui, Bernardo Silva. Pour moi, je trouve que c'est un recrutement où là encore le message, alors c'est marrant parce qu'on est dans la région du Golfe, mais le message c'est que quand tu recrutes Pep Guardiola et que tu repars bredouille la saison passée, il ne faut pas que ça arrive une deuxième fois. Donc pression supplémentaire, mais surtout grosse enveloppe pour avoir une équipe qui puisse non pas concurrencer, mais enlever la Première Ligue à Chelsea. Alors, c'est la deuxième équipe qui dépense le plus, je pense, sur ce mercato après le Milan, devant Manchester United, je pense. On va parler de Chelsea, parce que là, Chelsea a fait fort avec Morata, Bakayoko, Rudiger également. Un par ligne, avec une équipe, alors certes, qui était championne, mais qui va redécouvrir le fait de jouer Ligue des Champions et Première Ligue, mais quand même, grosse équipe encore du côté de Chelsea à venir. Recrutement intelligent, grosse équipe à venir, c'est du Antonio Conte, un par poste pour essayer de renouveler et apporter de la concurrence, apporter un nouveau style, une nouvelle façon de jouer, pouvoir alterner. Bakayoko, c'est quelqu'un qui le voulait pertinemment, l'associé à N'Golo Kanté, on attend de voir ce que ça va donner, mais ça promet quand même. Un joueur qui peut rester en retrait, un autre qui peut se projeter facilement pour N'Golo. Devant Morata, t'as une véritable solution. Conte l'avait eu à la Juve et sait très bien comment le faire jouer, et comme je l'ai dit un petit peu, c'est un mec qui répond à la mentalité du coach de Chelsea, gagnant, voulant aller chercher ce but à chaque moment, se surpasser. Et Rudiger, oui, forcément qu'il va essayer d'apporter également s'il veut faire tourner en défense avec les schémas tactiques qu'il fait passer souvent. On va parler d'Arsenal avec Kevin qui est avec nous au 32-16. Salut Kevin. Salut à tous. Alors, Arsenal, c'est évidemment un dossier qu'on connaît toujours particulièrement bien en France. On rappelle que Lacazette est arrivé pour 53 millions d'euros. Mais le dossier finalement presque prioritaire, y compris pour Giroud qui est derrière en attente, c'est Alexis Sanchez qui semble vouloir partir, Kevin. Sanchez qui veut peut-être même arriver à Paris, on rappelle les infos du soir, il est peut-être tout proche de signer au PSG. Ouais. Après, est-ce qu'Arsenal a laissé carte blanche pour qu'il aille signer? On n'a pas vraiment l'info. Est-ce que c'est lui qui se met d'accord avec le PSG et puis après il fera la négociation avec Wenger? S'il est vendu, franchement, j'espère vraiment que ce soit autour des 100 millions. C'est pas ce qu'on annonce du tout. On est plutôt autour de la moitié. J'ai entendu 50. Ce serait vraiment très 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 mal calculé de la part de Wenger, et du coup je pense que les supporters vont pas forcément. On t'a perdu. On va te retrouver. D'ailleurs, c'est marrant, Petit Prince du Parc nous parle d'Arsenal. Il dit, je m'interroge sur Arsenal. Tu risques de perdre Sanchez. Tu prends Lacazette. Tu gardes des Welbeck, Walcott. Et tu as 50 milieux de terrain. Toujours beaucoup d'interrogations sur Arsenal. Il veut dégraisser Wenger, mais bon, il veut vendre Wilshere, il veut dégraisser à mort. Il a vendu Szczęsny déjà, 15 millions, c'est déjà pas mal, 15 millions pour Szczęsny. Donc après, je pense qu'il va faire je pense pas qu'il ait oublié Lemar, je pense qu'il va refaire une dernière offensive sur Lemar.
Mais c'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'ils le vendent bien plus que 50 millions, parce que 50 millions, je vois pas comment tu peux vendre Lemar, Sanchez 50 millions, enfin, c'est incroyable, quoi. Le point positif de la soirée, à la limite, c'est qu'il a prolongé Ozil, mais Ozil, en ce moment, il fait un match bon sur 10, quoi, donc, voilà, moi je suis un petit peu énervé, on va dire. Maintenant, wait and see la fin du mercato. Et puis prions pour qu'ils ne le vendent pas 50 millions, mais un peu plus, histoire de faire une bonne occasion sur Moussa Dembélé ou Lemar, par exemple. Alors justement, Lemar était une des cibles, hein. Mbappé aussi d'ailleurs, mais Lemar est une des cibles d'Arsenal. Quel est ton avis, toi, sur Giroud? Que doit-il faire? Alors évidemment, c'était dépendant du départ ou pas de Sanchez. Pour Giroud, c'est un mec que j'aime bien en tant que joueur et personne. Et forcément, si je pense pas au club, je pense que la personne, je lui dis de partir, quoi. Partir et d'être vraiment de choper une place de titulaire, prendre le risque en fait d'aller dans une autre limite, même un autre championnat à la limite, hein, mais de réussir ailleurs. Parce que là, Lacazette, il est pas venu pour aller sur le banc, je pense pas. Puis t'as trop d'attaquants, t'as beaucoup de milieux, mais t'as beaucoup d'attaquants. En Walcott, ils savent pas trop ce qu'ils veulent en faire, ils veulent le vendre, mais bon. Non. Là, je pense que pour lui, ce serait bien de partir. Après, pour Arsenal, un Giroud en remplaçant, c'est une tactique différente. C'est un pivot, quoi. Donc tu peux jouer d'une façon différente. Donc c'est une force. Et je pense que Wenger le sait. Et voilà, ça dépend de ce qu'ils vont recruter. C'est toujours ça. Après, je pense qu'il a des touches. Et alors, on n'est pas à la fin du mercato du tout. Donc, faut voir. Des touches, c'est sûr qu'il en a, mais moi, c'est justement là-dessus que j'aimerais te rejoindre. C'est parce que quand tu gardes un mec comme Giroud, c'est que tu as la possibilité de changer de système de jeu en cours de match, au fait. Et ça peut déstabiliser, ça peut t'apporter un plus par rapport à ton adversaire. Et deuxième chose, c'est que quand tu perds Alexis Sanchez et que tu veux titiller le titre ou jouer le Big Four, et que tu le remplaces pas parce que c'est un mec qui n'est quand même pas sur le mercato, sur le marché des transferts aujourd'hui à son poste, pas facile à remplacer. Supporter d'Arsenal, je sais pas, je me pose des questions. C'est que qualitativement et en termes de puissance offensive, c'est que tu te désarmes par rapport à tes concurrents qui sont en train de se renforcer en première ligue. Oui, et justement, on en parle, hein, il y a beaucoup de renforts. Hein, quand on voit Morata du côté de Chelsea, on va parler de Manchester United dans quelques instants. Merci Kevin, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était quoi ton premier souvenir de foot à toi, Kevin? Mon premier souvenir de foot, moi, mes premiers souvenirs de foot, c'était mon père qui regardait la Juve, et puis du coup, il fallait que j'aille me coucher, même pas à la mi-temps. Et tout de suite après, c'était je suis un moitié un footix, moi. T'es sûr qu'il regardait la Juve, ton père? Si. Non, mais je plaisante. Et c'était un maillot noir et blanc, donc à mon avis, c'est au Newcastle ou la Juve ou en... Mais sinon, les premiers gros souvenirs, c'était les Arsenal. C'était Arsenal, c'est pour ça que je suis fan aujourd'hui. C'était 96-97 et avec les... Voilà, c'est cette saison-là, quoi. Moi, c'est ce que je voulais dire. Hein. La plupart du temps, c'est quand même le premier souvenir fait de toi le supporter de ce que tu as vu. C'est-à-dire soit ton équipe nationale parce que tu vis dans un pays que les parents regardent la Coupe du Monde, soit une équipe de club parce que voilà, c'est souvent très souvent. Oui. Ah, souvent. Ouais, je sais pas si le fait que tu regardes la première fois un match qui est un match de club va faire que tu délaisses ta sélection. Moi, ça a été mon cas parce que voilà, tout le monde s'étonne que je sois supporter de club, mais c'est parce que j'ai vu un match pro. Et que j'ai découvert l'atmosphère parce que moi la télé, tout le monde me dit la télé, j'avais vu l'équipe de France déjà un peu, mais moi la télé, l'émotion elle est nulle quasiment par rapport à ce que tu vis dans un stade. Oui, c'est sûr. J'ai découvert le bruit de 16 000 personnes ou un truc en même temps, j'avais jamais vécu ça. Ça dépend Flo où tu regardes cette télé là, tu vois, quand tu regardes la télé avec 45-50 potes ou tout le quartier qui est réuni autour d'une télé, ça te fait vraiment un environnement, pas de stade, mais ça te fait un environnement limite de compétition. Et François, là où je dis que ça fait que tu supportes ce club là, c'est que quand tu as une émotion pour ce premier match là, tu as tendance à t'identifier à tel joueur, à tel coach, et à partir de là tu deviens supporter de ce club là. Mais tu vois, il faudrait faire un débat. Comme je l'avais lancé cette idée en courant de semaine, il faudrait faire un débat parce qu'on a des critères complètement différents. Je m'en aperçois en vous écoutant, les gars. Moi, c'est pas ça. Je ne rejoins pas là-dessus personnellement. Non, mais c'est pas des critères. Moi, c'est pas des critères. Moi, c'est pas des critères. Je dis pas que c'est la majorité, mais je dis que l'émotion que tu ressens
fait que derrière il se passe quelque chose avec le club ou les sélections que tu vois. Moi, l'émotion que j'ai ressentie n'a pas fait qu'il s'est passé quelque chose avec le club en question. Mon premier match, il est au Vélodrome et mon club de cœur, c'est l'OGC Nice, mais ça correspondait plus à mes origines ou au temps que j'ai passé dans la ville, quoi, un temps conséquent. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai gardé un souvenir très très fort de ce Marseille-Ajax. Disons que la logique aussi des fois se rejoint, c'est-à-dire que là où tu vis, et s'il y a une équipe, tu vas souvent voir en premier le match à côté de chez toi. C'est-à-dire que le Marseillais va à Marseille, le Nice va à Nice. C'est vrai. Surtout s'il y a une première division et qu'il a des résultats. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Parce que la saison de l'OGC Nice 87-88, elle n'était pas folichonne. Et ben voilà, on continue avec nos souvenirs. Vous êtes très nombreux. Demi-finale de Coupe de France. Alors on me confirme, enfin d'après Pascal Essenbest me dit bien que Barcelone-Metz n'était pas diffusé à la télé. Donc tu l'as bien entendu à la radio et tu avais la permission. On me dit autre chose. En revanche, que le dernier match non diffusé de l'équipe de France, c'était un Irlande du Nord France en 88. Et je ne crois pas en 88 un 0-0. Je pense que ça doit être la première sélection soit de Garande ou une des premières de Laurent Blanc. Mais ce match il est diffusé. Ce match je suis presque sûr qu'il est diffusé. C'est après. Non, c'est avant. C'est avant. C'est avant. Bon, bah, allez-y, continuez. Je vous aide, c'est avant. Allez, continuez. Et puis, tiens, Auxerre Dortmund en 97, je me souviens, une défaite en Ligue des Champions, nous dit Jean-Louis Bouffon. Avec Giroud qui dit qu'on peut trouver autre chose qu'un arbitre autrichien pour arbitrer les Allemands. Absolument. C'est pourquoi il a même les citations, François. Parce qu'il est né en 38, Giroud. Ben oui. Et en 38, il y a eu l'Anschluss. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, ça l'a traumatisé. Je crois qu'il est né en 38 à Colmar, à vérifier. Andrea, supporter de Tottenham, est avec nous. Salut Andrea. Messieurs, bonsoir. Salut. Tottenham, selon Philippe Auclair, notre spécialiste, c'est l'équipe de l'avenir. C'est l'équipe, voilà. Alors c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose du côté de Tottenham, mais ils ont une équipe très forte. Comme d'habitude. Bon, si c'est évidemment qu'ils perdent quand même Walker. Comme d'habitude, Flo, cette équipe, c'est moi j'adore cette équipe. Ce qui se passe, c'est que sur les 4-3 dernières saisons, tu as pratiquement un mercato qui est super calme, mais dans le résultat, depuis l'arrivée de Pochettino un petit peu avant, c'est que cette équipe, saison après saison, elle continue à grappiller une place au classement. En fait, elle finit deuxième la saison dernière et avec un jeu magnifique. C'est que moi j'avais envie de comprendre au fait comment ça se passe, au fait comment tu arrives à gérer ce mercato là de façon très professionnelle et que sur le terrain ton projet sportif y suit également. Andrea. Moi j'ai toujours été relativement dubitatif parce que c'est vrai que Daniel Levy reste quelqu'un de très intelligent quant à la vente de ses joueurs et que c'est vrai que quand on voit les sommes pour lesquelles ils partent, c'est toujours extraordinaire. Après, je suis plus dubitatif sur la façon dont ça a investi. Parce qu'on rappelle, après le transfert de Bale, les transferts qu'il avait suivis étaient plus que douteux. Là, c'est la même chose pour Modric. Donc je reste aussi encore très dubitatif sur la vente de Walker. Le fait d'attendre fin août, comme chaque année, pour faire ces transferts, pas sûr que ce soit la meilleure approche non plus. Mais bon, après, c'est vrai que dans le 11 type, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui risquent de bouger. Après, c'est juste des suppléants, on va dire, des numéros 2. Mais bon, je pense que ça va quand même être une saison très compliquée. Après, ils ont réussi à garder la plupart des cadres. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la saison à Wembley. Donc, les joueurs, pas tant que ça, plus le terrain. Plus le terrain. Bon, écoute, tu vois, faut pas faire un mercato juste pour le faire. Tu vois, moi, c'est ce que j'apprécie justement chez eux. Et moi, je sais pas, en tant que supporter de Tottenham, je te trouve un petit peu triste, alors que tu devrais être très content de ce que fait cette équipe sur les dernières saisons. Et ne rentre pas dans cette folie de surenchérir sur le mercato. Arrive à garder ses joueurs cadres, arrive à mettre un entraîneur jeune avec une idée de jeu. Je sais pas ce que tu demandes de plus. T'es deuxième de première ligue. Excuse-moi, vieux, tu dois être content, non? Je sais pas. Non, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une approche comme ça que de dépenser son argent inutilement et de récupérer. Enfin, on a vu beaucoup de joueurs transférés pour des grosses sommes en Angleterre et faire des gros flops. Pas besoin de tous les énumérer. Donc c'est sûr qu'il y a de quoi être content. Mais bon, après c'est vrai que on le voit la saison dernière, Kane qui se blesse, si Son prend pas sa place et fait le remplacement qu'il fait, marque les buts qu'il marque, Janssen derrière, c'est très fébrile malgré le prix qu'il a coûté. Et voilà, il suffit qu'il y ait une mission dans au cours de la saison, et c'est vrai que derrière ça
ça reste relativement compliqué. Bon, on verra cette année. En tout cas, merci Andrea d'avoir été avec nous. Ça, c'était pour Tottenham. Pour terminer, Manchester et Liverpool quand même. Alors Manchester avec Lindelof et Lukaku. Lukaku, on rappelle 85 millions d'euros. Lindelof qui vient du Benfica, 35 millions d'euros. Alors Mourinho a communiqué d'ailleurs après la victoire de Manchester United contre City aux États-Unis lors de leur tournée américaine 2-0. Il était content. Il a dit qu'il était content évidemment parce que c'est vrai que Lukaku a déjà marqué d'ailleurs un beau but. Et Lindelof, ils sont bien en place, a-t-il dit. Mais il aimerait que son groupe soit déjà complet. Il aimerait avoir un nouveau renfort. Et il dit que surtout quand on voit ce que les autres équipes, on en a parlé en partie, ont fait en matière de transfert. Il a cité Chelsea, City, Liverpool ou même West Ham. Ces clubs ont été fantastiques lors du mercato. Je m'attends même à ce que cela continue encore un peu. Alors voilà, il s'enlève un peu de pression comme il aime le faire, le mou. Mais voilà, Lindelof, Lukaku, déjà au niveau domestique, on va dire, il s'est pas trompé. Mourinho, là, déjà Lukaku, on la voit, on a l'impression déjà qu'il est complètement intégré à l'équipe. Bien sûr. T'as l'impression que c'est un mec qui est déjà là depuis quelques saisons. Et ça, on l'avait dit en première ligue. Aujourd'hui, les 2 dernières saisons, je vois pas plusieurs attaquants devant lui en termes d'efficacité et en termes de participation au jeu collectif. Après, on connaît Mou et ses belles phrases. Avant la saison, faut dégager un petit peu la pression. Il a le chéquier pour avoir les renforts qu'il veut. La dernière fois, j'en parlais du côté de United qui revient en Ligue des Champions. Faut prendre des joueurs où il faut exactement à des postes manquants, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Shaker est avec nous, supporter de Manchester. Salut Shaker. Salut les amis, comment allez-vous? Alors donc tu as entendu le mou, victoire. T'as vu que Lukaku on le connaît, mais il est bien déjà. Ouais, il est pas mal. Il s'est bien intégré à l'équipe. Il a joué 2 matchs et demi, voire un peu moins de 2 matchs et demi. Il a marqué 2 buts. Ce qui est pas mal en fait, c'est que c'est un bon point de fixation, qui connaît la première ligue, qui est plutôt jeune, il a 24 ans. Du coup, c'est un bon renfort offensif. On a perdu Zlatan, un buteur quand même. Du coup, on le remplace par un autre buteur. C'est pas trop mal. Maintenant, je pense qu'il manque encore pas mal de choses à United pour remonter dans le top 4, top 3, top 2. Je pense qu'on est encore un peu loin d'équipes très équilibrées et talentueuses comme Chelsea, voire Tottenham. City recrute très bien. Maintenant, après, ce qu'on doit faire quand on parle de club de Première Ligue, il faut faire la distinction, le recrutement Première Ligue et un recrutement européen. Voilà. Moi, je pense que la plupart des équipes anglaises recrutent des profils plutôt européens, peut-être un peu moins City, mais des profils plutôt très Première Ligue pour pouvoir avoir les armes pour se battre dans le championnat. Et c'est ce qu'on dit dans l'after depuis pas mal de temps. Limite, les Anglais sont un peu plus concentrés sur la Première Ligue. Un gars comme Lukaku va forcément nous faire du bien en Première Ligue, mais peut-être qu'on aura du mal un petit peu en Europe. Maintenant, à United, on a recruté un défenseur central qui est plein d'avenir, un attaquant qui est plein d'avenir. C'est bien, on a pas mal de jeunes, on a bien, baissé la pyramide des âges du club. Maintenant, il nous faut quand même du talent. On a 2-3 joueurs qui sont très bons, mais il nous faut quelques joueurs pour faire passer le niveau au-dessus. Moi, j'aurais été pour un gars comme Fabinho pour venir soit renforcer le milieu, soit le côté droit de la défense de United. On parle de Matic, on parle d'Alexis Sanchez, etc. C'est des joueurs qui peuvent potentiellement nous emmener vers le top niveau. Alors, on parle de Matic. Moi, je pense que Matic, c'est pas sa qualité intrinsèque qui va venir nous, bonifier un petit peu le club. Mais le fait de la présence d'un joueur comme ça, technique, va venir équilibrer et du coup va rendre meilleur Pogba. Et en fait, on a besoin de certains joueurs qui vont rendre meilleurs ceux qu'on a. Qui vont bonifier ceux qui sont là, exactement. Qui vont emporter plus leur expérience, leur sérénité dans le jeu. Exactement. C'est ça, et Lukaku, c'est le cas. Shaker, on évoque aujourd'hui un possible prêt d'Anthony Martial. Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, si tu devais y croire... Non. Est-ce que tu regretterais ou est-ce que tu penses que... Moi, je regrette parce que Anthony Martial, quand il est venu à United, il est très, très sceptique. Il m'a fait un peu taire lors de ses 6 premiers mois. Et après, il a commencé à avoir ses problèmes. Et du coup, je me suis penché un petit peu sur la personnalité du gars. Parce qu'un joueur de foot, c'est une personne avant tout. J'ai pas l'impression qu'il ait les épaules solides. Le mental. Qu'il ait le mental. J'ai un peu peur pour la suite de sa carrière. Alors l'année dernière, il a eu un défi avec Mourinho, un nouvel entraîneur qui ne lui fait pas confiance, etc. Et quand il doit prouver, il a du mal. J'ai l'impression que
vous savez, c'est les joueurs français qu'on forme, qui pensent être les meilleurs à Lyon, qui pensent être le meilleur à Monaco. Par contre, on va lui mettre Rashford dans les pattes. Ouais, dès qu'il y a un peu de travail à faire pour gagner sa place, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai. Il a le talent. C'est assez juste. Shaker, on doit y aller, mais on t'a bien entendu. Merci en tout cas pour toutes ces infos. À bientôt, les gars. À bientôt. Voilà, on voulait faire un petit tour de la première ligue. Évidemment, il y a Liverpool. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'on va reparler de foot anglais avec notamment Salah qui vient de la Roma et qui sera l'un des gros clubs. Mais en tout cas, on va se régaler aussi du côté de l'Angleterre parce qu'il y a pas mal de belles choses. Le mercato n'est pas terminé, la preuve, puisque on l'a dit, Mendy par exemple de Monaco pourrait très bien atterrir à City. Dans quelques instants, les avis tranchés. Celui de François, ce sera sur la CAN, celui d'Alpha sur Saint-Etienne et les supporters stéphanois. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite dans l'after.